Adema Tudundut. Alors, nous allons continuer notre aventure, on pourrait dire, ou mésaventure, sur les Bretons et la guerre de 1870. Donc on va, après les épisodes précédents, le premier où on découvre en fin de compte que les Bretons sont très très volontaires pour aller défendre la patrie, envahie par les Prussiens, avec cette fameuse défaite de Sedan, l'Empire est tombé, et puis la Troisième République avec Gambetta qui en prend les rênes. La deuxième partie était consacrée surtout au camp de Conly, Kerfanc, où ont été concentrées toutes les troupes bretonnes, près de 80 000 Bretons quand même, qui attendaient d'aller à la guerre. Alors aujourd'hui, on va passer à le troisième épisode qui va nous parler après cet enfer de Conly, qui va nous parler de la bataille du Mans, où on va finir par emmener les Bretons à la guerre, mais avec rien, quoi, avec très peu de matériel, et puis ils vont se retrouver décimés. Et puis on terminera avec un portrait de Khératry pour bien comprendre le cheminement de ce républicain qui va en fin de compte défendre sa Bretagne, et puis et de Gambetta qui est là pour sauver la France et en fin de compte était quand même taillé pour être un bon despote. Alors la Bretagne et la guerre de 1870. Après l'enfer de Conly, c'est la bataille du Mans. Le général Marivaux, qui vient de remplacer de Khératry, constate le désastre qu'est le camp de Conly. Il demande à Gambetta l'ordre d'évacuer les 60 000 Bretons qui croupissent dans la pourriture. On lui répond qu'il est urgent d'attendre. En dehors de la division de marche des 19 000 hommes, plus ou moins équipés pour le combat, Marivaux prend sur lui de ramener en Bretagne la moitié des mobilisés restants. Mais leur arrivée en piteux état à Rennes et dans les familles crée un mélange de pitié et de colère. On préfère suspendre la libération du camp. Ceux qui restent vont passer Noël dans la neige, sans souliers. Leurs étrennes, ce sera des vieux fusils périmés de la guerre de sécession, qui a cessé, ça c'est sûr. Et ils seront postés dans la ligne droite des Hunaudières face aux Bavarois. La bataille du Mans. Alors la bataille du Mans, c'est le 7 janvier 1871. Le camp de Conly est fermé. Les Bretons rejoignent les 150 000 soldats de la 2e armée de la Loire, du général Chanzy, pour défendre le Mans face aux 73 000 Prussiens de la 20e division. D'abord mis en soutien des troupes régulières, les Bretons se retrouvent en première ligne suite à la débandade causée par la charge de la cavalerie bavaroise. C'est pas de la petite bière, les Bavarois. Les Bretons doivent tenir la position des Tuileries, dans la neige et le froid, avec leurs fusils rouillés dont la moitié n'a pas de baïonnette. Dans la nuit du 10 au 11 janvier, ils sont taillés en pièces par l'ennemi. Parmi eux, on retiendra la charge héroïque des 1e et 5e compagnies des Côtes du Nord, alors que l'armée française est débordée. Sur les 320 hommes engagés, il y aura 210 tués. Ce fait d'armes disparaît du rapport du général Chanzy à Gambetta, qui fera porter la responsabilité de la défaite du Mans aux troupes bretonnes, qui ne savaient pas se battre, ou qui ne pouvaient pas se battre. Le 13 janvier, Kerfanc est définitivement abandonné, dans la plus totale confusion. Les survivants rentrent au pays. Le lendemain, les Prussiens arrivent au camp, ils récupèrent le matériel, environ 8000 fusils rouillés, 5000 cartouches de fraîchement livrées, un canon et 140 barriques d'eau-de-vie, puis il faut sauter les fortifications. On avait amené ce qu'il faut pour le moral des troupes. Ainsi va disparaître ce camp de la honte. La brume va recouvrir ces champs de la campagne sartoise et le silence l'effacera de la mémoire du peuple. Le 21 janvier, le général Chanzy, alors lors de sa retraite stratégique, demande à Marivaux le concours de ces héroïques vieux gars. Celui-ci refuse de sacrifier ses gars, sans souliers et sans armes. Sa franchise va lui valoir d'être révoquée par Fraissinet. Alors Chanzy souhaite nommer De Charette, général des forces de Bretagne, pour défendre la presqu'île armoricaine. De Charette, c'est
comment, de la graine de chouan, quoi. Alors Gambetta refuse de mettre un royaliste à la tête d'une armée de chouans. Le 18 janvier, Bismarck et les princes électeurs proclament l'Empire allemand, le Reich, au château de Versailles. Guillaume Ier de Prusse en devient le Kaiser. Le 28 janvier, Paris capitule, les Allemands entrent dans la capitale, Bismarck impose à Jules Favre, alors ministre des Affaires étrangères, les conditions de la paix. Le 8 février, aux élections demandées par l'occupant, les partisans de la guerre à outrance, Gambetta et les radicaux, sont écrasés par les conservateurs, qu'on retrouve républicains et monarchistes, partisans de la paix menés par Jules Simon le Lorientais. Adolphe Thiers, chef de l'État, rencontre alors Otto von Bismarck, qui signifie les conditions exorbitantes auxquelles la France doit se soumettre, c'est-à-dire livrer l'Alsace et la Lorraine, plus 200 millions de francs lourds. Le 7 mars, l'armée de Bretagne est dissoute. Les Moblos sont démobilisés et certaines unités seront affectées au maintien de l'ordre. À son retour de Bordeaux, le gouvernement installe l'Assemblée nationale à Versailles. Les Parisiens qui ont résisté à l'ennemi ont honte de la défaite et refusent cette assemblée de ruraux à majorité royaliste et pacifiste. Le 18 mars 1871, la Révolution éclate. Les Parisiens, soutenus par la garde nationale, déclarent la Commune de Paris. Le gouvernement constitue à la hâte une armée de Versaillais, autorisée par l'armistice avec la Prusse, de 40 000 soldats réguliers, plus 60 000 prisonniers de guerre libérés par Bismarck. Parmi ces troupes, on retrouve les volontaires de l'Ouest, avec plusieurs bataillons de Bretons que l'on retrouvera lors du nettoyage de la Semaine sanglante, près de 30 000 morts entre le 21 et le 28 mai 1871. C'était ce qu'on a appelé le temps des cerises. Le bilan de cet enfer de 5 mois pour l'armée de Bretagne. 80 000 Bretons des 5 départements sont restés plantés dans la boue du camp de Conly. 143 y sont morts de froid et de maladie. Plus de 2000 malades ont été évacués et réformés. Ça, c'est le bilan officiel. En tout, si l'on compte les tués au combat, ceux qui vont disparaître des suites de leurs blessures, ceux qui vont être emportés plus tard par des maladies telles la pneumonie, la tuberculose, la typhoïde, la variole, on dénombre entre 6 et 10 000 morts selon les sources. Sur le plan financier, c'est beaucoup mieux. La gestion du crédit d'État de 8 millions, qui avait été accordé à Carré-Kérisouët, grâce à une gestion rigoureuse sous le contrôle des commissions, de la commission qui était formée de 5 délégués civils nommés par les départements, les dépenses s'élèvent à la somme de 5 893 857 francs. Les comptes sont bien tenus. Mais ceci n'était qu'une avance de l'État, puisque c'est au département qu'incombait l'entretien de leurs mobilisés respectifs. Donc chaque département va verser à l'État une somme en rapport avec le nombre de mobilisés, ce qui va donner ainsi une recette fournie par la Bretagne de près de 17 millions, ce qui fait quand même un bon investissement pour l'État français. La paix revenue, dans les mois qui suivent, la commission d'enquête parlementaire présidée par Arthur de la Borderie, député de Vitré et historien de la Bretagne, établit un rapport sur les actes de la défense nationale. Cette enquête souleva une grande émotion dans l'opinion publique, mais le silence sur cet épisode honteux du roman national fait que l'on trouve en Bretagne des places et des rues Léon Gambetta. Cet enfer inspira l'un des plus beaux poèmes de Tristan Corbière, la pastorale de Conly. Max Jacob, quelques décennies plus tard, le fameux Quimpérois, la fit découvrir à Jean Moulin, alors sous-préfet de Châteaulin, entre 1930 et 1933, qui l'illustra sous le pseudo de Romanin. Il reste aussi le souvenir de la première carte postale éditée en France. Ce souvenir de la défense nationale arbore les armes de Bretagne et curieusement, pas un mot, pas une figure n'évoque l'idée de la France.
En fin de compte, cette première carte postale française était sans doute la première carte postale de Bretagne. Khératry, un breton de Paris. Le comte Émile Khératry, député du Finistère, opposant à l'Empire, membre influent de la gauche parlementaire, fut nommé préfet de Paris en charge de la défense de la capitale. Le 4 septembre 1870, à l'hôtel de ville, c'est lui qui annonce la déchéance de la famille impériale. Il est aux côtés de Gambetta et de Jules Favre lorsqu'il proclame la Troisième République. Député de père en fils et de grand-père en petit-fils. Né à Paris en 1832, d'une vieille famille de Douarnenez, il est le fils d'Auguste Hilarion de Khératry, né en 1769, décédé en 1859, près de 90 ans, quand même le bonhomme, écrivain et homme politique d'esprit libéral. À la Révolution, il s'enflamma pour les idées nouvelles, mais dut sacrifier sa particule pour échapper à la guillotine. Il fut conseiller d'État sous la monarchie de Juillet, président de l'Assemblée législative sous la Seconde République. Son grand-père, à Émile, Jean-François de Khératry, né en 1698, mort en 1779, député de la noblesse de Cornouailles aux États de Bretagne, du temps où la Bretagne était autonome sous le régime royaliste. Ardent défenseur des libertés bretonnes, n'hésita pas à tuer en duel le chevalier de Sabran, neveu du maréchal d'Estrées, alors commandant en chef de la province pour le roi de France. Son opposition au pouvoir royal lui valut d'être exilé en 1752. Émile avait hérité de son épée. Émile commence une carrière de diplomate, mais il n'est pas fait pour cela. Alors il s'engage dans la cavalerie de l'armée d'Afrique en 1854. Il gagne ses galons en Kabylie, en Algérie, en Crimée, puis au Mexique. Revenu à Paris, il se lance dans la politique en 1865. Fervent républicain, il est girondin à tendance fédéraliste. Pour lui, il y a deux nations, la petite, Bresse, et la grande, la France. Et il veut démontrer que les Bretons peuvent se battre pour la France et défendre la Bretagne. Bien que préfet de police à Paris, cela ne l'empêche pas de déclarer « J'ai l'honneur de proposer au gouvernement la mise à l'étude immédiate de la suppression et de la liquidation de la préfecture de Paris, la préfecture de police. Car on sait à quel effroyable abus peut conduire la concentration entre les mêmes mains des attributions d'un préfet de police. » Après avoir rejoint Tours en ballon, Gambetta lui confia la mission d'organiser l'armée de Bretagne qui échoua, abandonnée, sans armes, dans la boue de Conly. Mais devant tant de défiance de la part des gouvernants et de Gambetta, son tempérament breton prendra le dessus. Impuissant devant la situation dramatique de l'enfer de Conly, il sera tenté par la rébellion. Le 10 décembre, lorsqu'il est remplacé par le général Marivaux, il s'apprête avec ses fidèles lieutenants à marcher sur Tours pour renverser le dictateur. Mais on ne fait pas un coup d'État en hiver avec une bande de pouilleux en sabots avec des pennes basses. On le retrouve dans le complot breton, avec plusieurs personnalités et élus qui, choqués par le sort réservé aux volontaires bretons et par l'incompréhension de l'État unitaire, projettent en janvier et février 1871 de faire de la Bretagne un pays neutre. Mais le projet est étouffé dans l'œuf par l'armistice du 28 janvier signé entre la France et la Prusse. Après avoir occupé des postes de préfet en 1871, il siégea dans les conseils d'administration de la Compagnie des chemins de fer de Saint-Étienne et de la Société de l'Ouest franco-africain. Il se consacrera alors à la littérature historique, Pompéi ou la guerre du Mexique, et aussi à une écriture de pièces de théâtre. Il meurt à Paris le 25 avril 1904. Sa femme demande un débit de tabac pour subvenir à ses besoins, parce qu'il ne devait pas rester grand-chose de ses pensions. Alors l'autre personnage important de cette mésaventure, c'est Léon Gambetta, le tribun. Né le 2 avril 1838 à Cahors,
Léon Michel Gambetta est issu d'une famille de commerçants aisés originaires de Ligurie en Italie. Son père, héritier de l'épicerie, le bazar génois, épouse la fille du pharmacien. Il rentre au petit séminaire de Montfaucon. Pour ses maîtres, c'est un élève dissipé, enjoué, espiègle, d'une intelligence très développée. Pendant les vacances scolaires, en 1848, il est victime d'un accident. En regardant travailler un ouvrier coutelier, un éclat d'acier lui crève l'œil droit. Après son baccalauréat littéraire, il s'inscrit en faculté de droit à Paris. Une fois naturalisé français en 1859, il fréquente les milieux républicains du quartier latin. Il doit sa notoriété judiciaire et politique au retentissant procès du journaliste républicain Charles de Lescluze, opposant au Second Empire qui critique le régime et le coup d'État du 2 décembre 1851 lorsque Napoléon III prend le pouvoir. L'impact politique de sa plaidoirie érige Gambetta en espoir du parti républicain. À l'occasion des élections législatives de 1869, Gambetta se présente dans le quartier populaire de Belleville, département de la Seine, où il sera élu. Le programme électoral est assez radical. Il réclame l'extension des libertés publiques, la séparation de l'Église et de l'État, la suppression des armées permanentes et des réformes économiques. À la même époque, il est initié à la franc-maçonnerie. À la Chambre, ses discours enflammés trouvent un large écho parmi les opposants au régime de Napoléon III. Après la défaite de Sedan au cours de la journée révolutionnaire du 7 septembre 1870 à Paris, c'est lui, avec Jules Favre et Khératry, qui annonce la déchéance de l'Empire, la proclamation de la Troisième République, un gouvernement de défense nationale autoproclamé et présidé par le breton Trochu. Gambetta s'arroge le ministère de l'Intérieur. Alors que la capitale est assiégée par les Prussiens, il installe à Tours une délégation chargée de relayer l'action du gouvernement en province. Gambetta quitte Paris en ballon pour y prendre les rênes. Cumulant la fonction de ministre de la guerre, il doit organiser les armées de secours, mais n'a aucune connaissance ni expérience dans les questions guerrières. Il n'avait même pas fait son service militaire. Le conseil de révision de l'époque l'avait réformé à cause de son mauvais œil. Gambetta licencie les généraux vaincus et donne le commandement aux officiers de marine, des hommes de confiance, mais inexpérimentés dans les opérations terrestres. Il désavoue les généraux en exercice, contribuant évidemment à l'effondrement du moral des troupes. Les stratèges en chambre n'avaient rien prévu pour les soldats, ni ravitaillement, ni transport. Ils avaient tiré aucune conséquence du fait que l'hiver était là. Chacun donnait ses instructions dans les embouteillages de troupes et le chaos général. Après 4 mois de pouvoir exclusif, suite à l'armistice, Jules Simon l'incite à démissionner. Fatigué, il s'éloigne de la vie publique et gagne l'Espagne le 10 mars. Il s'y repose pendant les événements sanglants de la Commune. De retour en juin, il s'associe discrètement à Adolphe Thiers. En 1876, au lendemain des élections de la nouvelle Assemblée législative, Gambetta devient le principal leader de l'opposition et Jules Simon est nommé président du Conseil. L'Union républicaine devient majoritaire. Gambetta préside la Chambre des députés. Sa popularité et ses tendances au pouvoir personnel inquiètent certains de ses alliés. En 1881, son parti l'emporte et il devient président du Conseil. Il constitue un cabinet qui s'appelle l'Union républicaine, de membres jeunes et relativement peu connus. Ça se fait encore. Gambetta prend aussi le portefeuille des Affaires étrangères. L'agriculture devient un ministère à part entière. Les colonies sont détachées du ministère de la Marine et rattachées au commerce. La constitution d'un ministère des Arts est une nouveauté importante, destinée à répandre le goût de la culture et des arts dans les classes populaires. Les représentants du peuple prirent conscience que Gambetta entreprenait de gouverner comme en 1870, sans consulter les assemblées.
Le double langage était évident si l'on compare les discours publics aux lettres privées. Dans ses discours, il allie toujours la défense de la France et de la démocratie. Dans sa correspondance, Gambetta n'est plus le même. Pour le grand républicain, l'égalité, c'est le chaos. La liberté, c'est le règne de la calomnie. La fraternité, c'est le cosmopolitisme. Pour renforcer la République, il est prêt à sacrifier la démocratie. Le grand ministère fut renversé le 26 janvier 1882, après 74 jours d'exercice sous l'impulsion de Clémenceau. Quelques mois plus tard, le 31 décembre 1882, Gambetta meurt de maladie suite à un accident de tir. Sa maîtresse l'aurait blessé à la main avec un revolver. Donc, il est emporté par une septicémie. Après l'autopsie, ses amis se partagent ses restes. La tête, son cerveau, un bras droit, son intestin, son cœur, gardés comme reliques. Puis le corps est embaumé à Nice. C'est en 1920, à l'occasion du 50e anniversaire de la Troisième République, que son cœur est transféré au Panthéon. Voilà, c'était l'histoire de ces Bretons que l'on est venu chercher jusque dans nos campagnes pour libérer la capitale d'un pays qui ne leur faisait même pas confiance. À part le rapport parlementaire d'Arthur de la Borderie, il y a peu d'écrits sur cette désastreuse épopée. Néanmoins, je vous conseillerais quand même les deux bouquins de Camille Le Mercier d'Hermes, en particulier L'armée de Bretagne ou Une armée de Chouans, qui retrace bien et qui est bien documenté avec tous les différents rapports qu'il y a pu y avoir de l'époque. Kenavo, Achivé.